Bonjour à tous. Bonjour. Merci aux organisateurs d'avoir organisé cette rencontre. Ça m'a permis de me plonger dans 50 ans d'archives. Et puis, pour préparer cette présentation, alors je vais vous parler des stages topo en Suisse qui sont depuis 50 ans. Je parlais un peu de précurseurs, des premiers stages, du matériel, de topo robot, incontournable, du dessin à l'échelle, et puis à la fin, des perspectives pour les prochains stages topo. Alors, les spéléos, ils n'ont pas attendu qu'on fasse des stages pour faire des topos. J'ai trouvé deux exemples, là, ça date de 1940. C'est déjà très joli. Celui-là, c'est un Rigassi, c'est un géologue qui a fait ça. Il avait l'âge de 18 ans. C'est de la topo. Les stages ont commencé. Il y avait beaucoup de contacts entre les Suisses romands et la Fédération française de spéléologie. Entre autres, Maurice Edetta était membre de la FFS. Et puis, ils ont participé à l'inauguration de l'école française de spéléo en 1969. Et en même temps, ils ont organisé un stage initiateur à Moitié. Et l'année suivante, l'Assemblée de la SSS, donc la Société Suisse de Spéléologie, a décidé de créer une commission des stages. Et c'est Pierre Catin qui est devenu président de cette commission. Alors Pierre Catin, dès le début, il a fait des archives. Il a conservé tous les documents des stages, il a fait des photos, etc. Donc c'était vraiment... c'est là-dedans que j'ai puisé toute cette documentation. Vous voyez la liste des stages qu'il y a eu depuis 1969. On trouve stage technique, évidemment, et puis topographie souterraine, etc. Le premier stage topo, il y avait beaucoup de pratiques sur le terrain, donc il y avait carrément une journée sous terre, plus une journée avec un petit exercice en théorie. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Jean-Claude Laloux. Et ce qui était intéressant à l'époque, tous avec la cigarette, on fumait, enfin c'est plus comme ça hein, maintenant. C'était quand même mieux avant. Le matériel de l'époque, c'était quand même mieux avant. Hein. La chevillère, un appareil à mesurer les pentes, un clisimètre. C'était de la fabrication mécanique du côté du Jura. Les boussoles recta, je ne sais pas si vous connaissez. Et puis, alors déjà, la feuille syntocile, une feuille de papier synthétique, lavable, c'est ça, et dont ils ont fait imprimer des formulaires dessus. La technique, c'était... on visait le bonhomme. C'est assez rigolo. Et puis, évidemment, les feuilles de report avec le calcul de trigonométrie. Vous voyez, un autre mesure de pente, un rapporteur tout simple, avec un fil à plomb. En 1975, donc presque au début des stages, un cours de topographie qui a été publié. Après, le matériel a un peu évolué. On est venu aux boussoles Sunto avec un petit système de prisme
pour faire les visées, ça permettait de voir la lampe à carbure et puis de viser même dans les trucs verticaux, parce qu'évidemment il fallait tenir la boussole à l'horizontale. Bon, d'autres choses, pour marquer les points topo, alors on utilise beaucoup en Suisse la laque à ongles. Et puis, en 1991, des nouveaux manuels de topographie. Alors, cette fois, on a eu la version française et puis la version allemande, ce qui était très pratique, vu qu'en Suisse, il y a pratiquement moitié-moitié des spéléos qui parlent français, d'autres allemands. Aussi, en 75, il est arrivé environ, Toporobot. Alors, moi, je me souviens que mes premières topos, je perforais des cartes à l'école, et puis je les envoyais à Bâle, et puis après, j'allais récupérer le papier imprimé, ma topo au 500e du réseau. L'avantage de Toporobot, c'est que surtout, ça a donné une méthode de normalisation de saisie de données. Et actuellement, je crois que souvent les logiciels sont compatibles Toporobot. Alors, mes topos de 1970-1980, actuellement, je peux toujours les utiliser. Depuis une année, on a un émulateur Toporobot qui fonctionne sur n'importe quelle plateforme. Donc, je peux récupérer toutes mes données de l'époque. C'est à disposition, là, si vous voulez, je vous donne l'adresse, vous pouvez télécharger et utiliser le logiciel. En parallèle, en 1991, on avait un congrès à Charmey et j'ai organisé une rencontre internationale de topographie. Le but était simplement d'aller sous terre et puis de comparer les façons de faire des utilisateurs. Et on a eu des Autrichiens qui sont venus et eux, ils dessinaient à l'échelle sous terre. C'était la première fois que je voyais ça. Donc ils avaient une planche à dessin, un rapporteur, une règle, et ils faisaient tous leurs dessins sous terre. Alors, ça c'est venu aussi dans les spéléos suisses. On a fabriqué des petits rapporteurs en plastique, simplement une feuille transparente qu'on imprimait et puis on découpait. Et après, on allait sous terre, on faisait directement le dessin à l'échelle. Vous voyez un exemple du dessin à l'échelle, fait sous terre, et puis après la version définitive sur Illustrator. En parallèle, il y a commencé à avoir le logiciel Illustrator qui est beaucoup utilisé et des spéléos sont mis à faire des modèles, enfin des librairies pour dessiner certaines parties. Par exemple, si vous voulez dessiner un lac, vous faites le tour du lac et puis après vous appliquez une couche et puis c'est un lac. Un autre exemple, carrément avec une librairie de cailloux, différents symboles de traits, etc. Voilà. Alors, depuis 2003, on fait chaque année, un stage topo qui est bilingue et qui est organisé dans la région de Valorbe. On a toute l'infrastructure à disposition et on a des grottes en plus. Alors, depuis 2018, on a abandonné toutes les mesures avec les instruments Sunto. On fait uniquement Pocket Topo et DistoX. Une journée, c'est plutôt de la mesure, manipulation du disto, etc. Et puis la deuxième journée, c'est plutôt le dessin. Et en fait, à la fin du stage,
Les gens sortent l'après-midi, ils ont une topographie d'un bout de galerie, une centaine de mètres. Ça marche assez bien. Et étonnamment, chaque année, il y a une dizaine de stagiaires. Nous faisons le stage à partir de 4 personnes. Je me suis toujours dit que j'allais annuler une fois parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Eh bien, il y a toujours eu au moins 4 personnes. Alors, dans les cadres, dans les organisateurs de stage, on dispose de plusieurs disto-X et PD1. Donc on utilise des iPack 114. Ça veut dire que les stagiaires qui viennent, soit ils prennent leur matériel s'ils en ont, soit on leur prête un matériel complet, de façon à ce qu'ils puissent faire tout de suite les exercices. Évidemment, on calibre. Ça fait partie de la formation du stage, c'est calibrer les disto-X. Alors, à gauche, là, une vieille forme, enfin en bois. Et puis ici, quelque chose qui vient de sortir, c'est un petit support en impression 3D qui permet de calibrer un peu n'importe où sans disto. Voilà. Donc, la suite des stages, donc on va continuer à un stage de base chaque année, basé sur la pratique. On fait au maximum 1 heure de théorie lors du week-end. Il y aura d'autres stages spécialisés, donc il y a de la demande pour le dessin avec Illustrator. Probablement l'année prochaine, on aura le nouveau disto, le X6, on sera obligé d'utiliser les logiciels sur téléphone portable, les iPads ne seront pas compatibles. Et puis en Suisse, il y a eu un groupe de travail qui s'est formé, qu'on appelait Spelldoc, qui est en fait une réunion de gens intéressés par la documentation spéléologique, surtout électronique. Et puis on a parlé de ces réunions de standards, de AGH10, donc de SIG suisse, plus d'autres sujets. C'est assez ouvert comme réunion. Une chose qu'on va probablement se diriger, je ne sais pas si ça va être faire partie des stages, mais on dispose en Suisse d'une plateforme SIG et on peut directement y introduire les données topo, les photos, les archives, enfin tout ce qui est documentation de la cavité. Moi, je vous ai mis un petit exemple ici d'une zone avec quelques cavités qui sont par ici, et puis une photo de l'entrée du trou. Ce que vous archivez, c'est uniquement le shapefile, le dessin, ou est-ce qu'il y a aussi la donnée, le tableau de données, etc. Il y a le tableau de données. Là, ce que j'ai introduit par exemple pour cette cavité-là, c'est toutes les données au topo robot. Et puis, autrement, c'est toutes les photos. On peut mettre du texte. On a fait scanner les archives Baron. Les archives Baron, c'est 40 000 feuilles sur des cavités suisses, classées par canton, commune et cavité. Et tout ça, ça a été importé dans ce SIG. Ça fait que quand vous cherchez une cavité, vous tombez sur la cavité et vous pouvez consulter l'archive complète. Et cet outil, au niveau de la société suisse de spéléo, c'est à quel... C'est pas encore le standard, mais je pense que ça va bien le devenir. C'est un club qui... C'est un club, pour l'instant. C'est le club AGH, c'est le club qui explore le Hull-Lor. Et en fait, ils ont développé ça. Ça fait longtemps qu'ils travaillent sur des données comme ça. Ils ont développé ça pour voir justement le Hull-Lor. Et
c'est en accès privé de leur club ou c'est en accès libre? Alors c'est un accès privé. Par exemple, pour mon club, moi qui fais canton de Vaud et Fribourg, si tu veux accéder, il faut avoir un compte. Alors tu peux avoir un compte comme simplement consulter ou un compte pour saisir des données. Et voilà. Alors j'ai retrouvé en 1975, quand ils ont fait les premiers stages, ils avaient un montage d'IA que j'ai fait scanner et il y avait tout plein de petits dessins comme celui-là. Et je pense que même si maintenant on est devant l'ordinateur, un jour ou l'autre on se retrouve face à son ordinateur ou face à sa planche à dessin à dessiner la topo. Et les petites références que je vous ai mentionnées. Voilà. Ouais. Oui, alors c'était très régional, mais depuis 2 ans, il en parle. Enfin, moi je connais bien un des développeurs, hein, qui est Félix Ziegler, qui a fait aussi le Cavelink, etc. C'est bon. Et puis il a fait différentes présentations, puis un coup je lui ai demandé, je lui ai dit, mais oui, pas de problème, on te crée un accès, il apporte des données, en fait, et puis ça vient comme ça. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'est pas tout seul, ils sont 2, déjà. C'est pas beaucoup, mais... c'est quand même 2 fois plus. 2 fois plus, mais... ouais, moi je suis en contact avec lui 1 ou 2 fois par semaine, un mail, et puis ça va, il résout les problèmes. On peut importer du topo robot, on peut importer du pocket topo. Donc c'est vrai que je sors ma topo de mon iPad et puis je peux la mettre directement sur le site. Je pense que ça va de plus en plus s'étendre, en tout cas au niveau suisse. Oui, donc c'est quelque chose qui est fait en Suisse, c'est polarisme. Carstone, c'était vu dans le cabinet atlantique, qui s'est arrivé à l'échelle de la France, donc ça permet d'un parallèle. Le gros avantage, c'est qu'on est contraint de mettre toute sa documentation là-dessus. Dernièrement, j'ai récupéré une topo d'une région. Il m'a fallu faire des pieds et des mains pour avoir les données, parce que la personne qui avait fait la topo, elle fait le dessin, mais le fichier de données... Voilà. Et puis là, maintenant, je dis, dans la zone que j'explore, écoutez, donnez-moi les données. Moi, je vais les archiver, enfin, que ça soit un truc, et puis je vais les mettre sur le site pour qu'on voie. Justement, ce que tu appelles les données, c'est essentiellement les données filaires, la polygonale. Comment vous gérez la partie dessin en termes d'archivage, sachant qu'en plus, vous Suisse, vous avez la réputation de faire des dessins assez soignés. Et comment cette partie qui est souvent une patte qui se file sur Illustrator, comment elle rebascule dans une donnée numérique, alors elle est sur Illustrator évidemment, pour intégrer le côté archivage? Est-ce que le côté SIG n'est pas limité finalement qu'à la partie polygonale? Actuellement, oui, mais on peut rentrer le fichier Illustrator carrément sur les SIG, mais c'est pas tellement pensé, hein, je dirais actuellement. Moi, je suis plus tendance à dire,
déjà on a la polygonale, ça il faut l'archiver. Bien sûr. Et puis après le fichier Illustrator, je dirais que ça reste entre les mains des topographes actuellement. Alex, il va en parler un petit peu, je pense, un peu plus tard. Quand en travaillant en Hyperion, on peut exporter notre dessin complet en shapefile. Et donc, on va avoir des lecteurs, des lignes, des points, des élèves, et qui ont leur attribut Hyperion. Et Alex a fait une bibliothèque SVG qui est associée à ça. Et du coup, on a notre topo quasi comme on l'avait dessiné sur les fichiers. Ouais, c'est bien. On peut même mettre de l'illustrateur avec un rendu intéressant dans un site, dans QGIS. Ça reste un peu du bricolage et des mises à jour compliquées, mais Parce que sans parler des problèmes de polygonal qui se modifient et tout ça, juste en restant sur le produit final, Illustrator, c'est un logiciel de dessin, dont je suis un énorme consommateur, donc je connais bien, mais qui reste pensé à l'échelle où tu bosses. Tu choisis une échelle au départ, et tu vas choisir des largeurs de traits par exemple. Oui. Alors quand tu es dans un univers SIG, il y a une gestion d'échelle qui fait que tu vas faire apparaître certaines choses plus tard. Dès qu'on commence à basculer de l'échelle de la galerie à l'échelle du massif, alors on ne va pas représenter tous les petits cailloux à l'échelle du massif, alors qu'à l'échelle de la galerie, oui. Les SIG le font très bien, enfin savent le faire, gérer le multi-échelle, l'illustrateur ne le fait pas. Tout à fait. Oui, ça va être de voir comment tu fais cette histoire. Ouais, pour l'instant, hein. C'est un vrai souci ça.